un super récit, vraiment, Marcel. La semaine prochaine, dans Parlons de livres. Encore merci de nous le faire partager parce que c'est vraiment une expérience, c'est toute une vie. On s'est dit, mais quelle vie riche et pleine vous avez eue en vous lisant. Alors, Marcel, à un moment dans le livre, vous relatez ce petit épisode où un officier allemand vous pointe son arme à la tempe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans quelles circonstances ça s'est passé et comment ça s'est terminé? Je termine de donner à manger à mes poules lorsqu'un bruit venant de l'extérieur me fait dresser la tête. On dirait une troupe en marche sur la route. Le martèlement des bottes sur le bitume ne me fait aucun doute. L'envie de voir cela de plus près me fait courir vers la grange où se trouve le grenier, dont une porte donne directement sur la route. Je grimpe l'échelle, je me précipite vers le volet qui ouvre à l'ouverture et je me trouve de ce fait à 5 ou 6 mètres au-dessus de la route. Et effectivement, j'aperçois la troupe qui monte la côte, une troupe chargée, les militaires casque sur la tête, sac au dos, fusil en bandoulière. Je me précipite sur un récipient sans réfléchir qui contient des marrons qui étaient destinés à jouer avec les copains. Et là, c'était plus fort que moi. Je me mets à canarder la troupe avec mes marrons. Ce sont des marrons d'Inde. Ces gros fruits que l'on trouve des marronniers que nous avons récoltés auparavant. Et je commence donc à canarder la troupe. Quelques têtes se relèvent de temps en temps, mais la marche continue quand même. Au bout d'un instant, mon bras se détend, un marron part en direction de la taupe, mais malencontreusement, un cycliste apparaît à ce moment-là. Et le cycliste est un officier avec une grande casquette. Je suis un peu étonné, mais il est trop tard. Le marron est parti. Le cycliste reçoit le marron en pleine face, se trouve vraiment déséquilibré de sa bicyclette, essaie de se retenir, n'y arrive pas, le guidon se tord, la bicyclette part dans le caniveau, et dans un réflexe subit, le militaire arrive à se redresser, se mettre debout. Il reste debout. Il regarde un instant, se penche, récupère sa casquette qui est tombée, la met sur la tête rapidement sans savoir exactement comment elle est, mais en se relevant, en levant la tête, m'aperçoit, nos deux regards se croisent subitement. Je me dis à ce moment-là, oh, il est trop tard, il faut que je me sauve. Je me sauve, je cours à travers le grenier, je descends l'échelle dont j'avais monté tout à l'heure à une vitesse incroyable. Je me retrouve dans la cour, mais à peine arrivé au milieu de la cour, j'entends comme un grand bruit, la porte, le portillon de la grande porte s'ouvre brutalement dans un bruit de tonnerre. Je me retourne, je reste figé de voir ces grands militaires arriver vers moi, revolver à la main, en hurlant, criant des choses incompréhensibles pour moi. Je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient me dire, mais je savais qu'ils m'insultaient.
en trois enjambées, il se trouve vers moi, m'attrape l'oreille, me tire tellement l'oreille que je me mets sur la pointe des pieds pour essayer d'éviter la douleur qui me vient de l'oreille, et je sens sur ma tempe le froid de ce métal de revolver qui m'enfonce de plus en plus, tout en hurlant, continue d'hurler. Je suis là, médusé, mais je ne peux absolument pas réagir. Aucune parole ne sort de moi. Je ne peux pas parler, c'est impossible, c'est fiché. Quand tout à coup, d'une grange sort ma grand-mère, qui a entendu les cris, arrive vers nous en courant, me serre dans ses bras, prie les mains tendues vers le militaire, lui demande instamment de me lâcher, de me laisser, puis à genoux, elle le supplie. Non, ne faites pas ça, monsieur, ne faites pas ça. Ce n'est qu'un enfant, vous n'allez pas faire ça. Ne faites pas ça. Mes larmes me rentrent dans la tempe, je sens le froid. Et d'un seul coup, le militaire me regarde dans les yeux, puis, d'un coup, en grommelant quelque chose que je ne comprends toujours pas, tourne les talons, se dirige lentement vers le portillon, en remettant son arme dans l'étui, rajustant sa casquette et disparaît par la porte en la laissant ouverte. Moi, je suis médusé, impossible de réagir sans bouger. Je me sens humide. Je sens que ça me coule, l'urine me coule le long des cuisses, le long des jambes, jusque dans les chaussures. Je suis en train d'uriner. Nous resterons là avec ma grand-mère plusieurs minutes à se demander qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui nous aurait pu nous arriver. Alors, évidemment, je pense, ma grand-mère m'a sauvé la vie. Oui. C'est vrai, sauvé la vie. Et Mais 20 années plus tard, lorsque je lis un article qui parlait des SS avec leur idée de créer une race spéciale, la race aryenne, je me dis que peut-être mes cheveux blonds et mes grands yeux bleus m'ont peut-être aussi sauvé la vie à ce moment-là. Ça a été pour moi un moment inoubliable. j'imagine. Je n'en veux absolument pas à ce militaire. Finalement, c'est moi qui ai attaqué. Ce qui aurait pu se passer, je trouvais ça finalement naturel. Oh. C'était un réflexe de sa part. Oui. De gosse aussi, Marcel. Quel âge vous aviez? Quel âge vous aviez à ce moment-là? Quel âge vous vous souvenez? Quel âge vous aviez? J'avais 9 ans. Ça devait être dans les années 43. Une année peut-être avant la fin de la guerre, pour la France. Ouh, ça alors. Et ça vous est resté pendant longtemps, vous peut-être ayant 9 ans, on oublie peut-être facilement, je ne sais pas, mais dans votre cas, est-ce que ça vous est resté pendant longtemps quand même? Vous aviez fait des cauchemars pour ça ou à un moment vous avez oublié? Des cauchemars? Non. Oui. Vous savez, à cette époque, on en voulait beaucoup à l'ennemi. Et j'avais aucun regret après. J'ai complètement oublié cette chose. C'était resté en moi, mais je n'avais aucune amicité vis-à-vis de cet homme. D'ailleurs, je vais vous dire, j'aurais aimé le rencontrer après. J'aurais aimé pouvoir lui parler, lui. Bon, c'était pas possible, j'avais pas les moyens, je savais pas comment faire, mais j'aurais aimé avoir un contact avec cet homme pour lui demander ce qu'il avait ressenti lui aussi. Moi j'ai eu la peur de ma vie, bien sûr,
Mais je ne pensais pas à la mort. La peur comme recevoir une fessée de sa mère, hein, tout simplement. À mon âge, on n'a pas la même vision qu'un adulte. On ne réfléchit pas trop à ses actes. J'ai eu dans la même occasion d'autres choses vis-à-vis de l'ennemi de l'époque, mais je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit vraiment vis-à-vis d'eux. Évidemment, si j'avais eu 18 ans, avec des moyens nécessaires, j'aurais fait des choses peut-être plus terribles que de jeter un marron. Mais pour nous, c'était l'Allemand, c'était notre ennemi. Waouh, vraiment Marcel, mais quelle vie, quelle vie. Vraiment merci, c'est un poignant témoignage. Et le fait aussi que vous ayez 9 ans, comme vous dites, vous n'avez pas mesuré le danger. De leur lancer des marrons, tout ça, vous n'avez peut-être pas mesuré le danger. Et aussi l'avantage, c'est que quand on est plus petit, à cet âge-là, on oublie facilement. On oublie. Peut-être que, comme vous dites, si vous aviez eu 18 ans, ça allait être plus difficile. Ça vous aurait tellement traumatisé d'avoir cette arme à la tempe. Ça allait peut-être être plus difficile à évacuer si vous aviez eu 18 ans. Et que, ayant 9 ans, c'était plus facile peut-être pour vous d'évacuer ça. Vous n'avez vraiment pas mesuré la portée du danger. Ben, tant mieux d'ailleurs. Vraiment Marcel, un grand merci à vous pour ce témoignage. C'est moi qui vous remercie beaucoup, Judith. Vous êtes très, très aimable. Je vous en prie. Je vous remercie du fond du cœur. Oui, c'est nous. Comme je dis, c'est un document historique qui ne bénéficie pas qu'à votre famille, hein, mais ça bénéficie au monde entier parce que grâce à vous, quand même, vous êtes un témoin oculaire, comme on dit, d'une histoire, hein, d'une période de l'histoire de France. Et ce document reste un fait historique. Merci à vous.